Nous sommes très heureux d'être présents à Bordeaux pour partager avec nos collègues notre expérience et notre point de vue sur les médias sociaux. Et nous avons abordé la question du point de vue psychosociologique et un petit peu juridique aussi, puisque tu l'as dit, Yves Mathieu, qui m'accompagne, travaille à la fois sur les questions d'innovation, des médias émergents de Catachet, mais les juristes. Et moi, comme Anne-Marie, avant d'être en cycle, on avait chaussé nos bottes de psychosociologues. Et là, sur ces questions d'identité numérique, je les ai déchaussées à nouveau en soutenant aussi que toutes les interrogations que nous avions à une période, la période des années 70, on interrogeait les usages des médias dans l'arrivée des SIC avec quelques outils de la psychosociologie. Alors, nous avons traité dans notre article, je pensais que le livre serait là, donc on a pris que quelques éléments clés de l'article pour les présenter dans le colloque. Notre article sur les mutations donc des processus de symbolisation et de la création des identités numériques à l'ère des médias sociaux. Alors, on va reprendre quelques points qui semblent clés. Tout d'abord, un premier constat qui est largement partagé, c'est que le numérique occupe une place croissante dans l'ensemble des activités et des interactions humaines. Alors, activité humaine, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit domestique, et interaction humaine, en fait, concerne l'ensemble, tous les plans des relations, qu'elles soient interindividuelles, qu'elles soient amicales ou qu'elles soient familiales. On a le sentiment, en fait, que rien n'échapperait au numérique. Ce qui domine dans nos lieux de vie, nos lieux professionnels et domestiques, c'est l'environnement technologique. Alors, on est dans une hyper-connectivité, et ce mot n'a pas encore été employé. Je suis un peu étonnée que ça n'ait pas été jusqu'à maintenant. Peut-être qu'hier en avez-vous parlé. L'Internet des objets, en fait, je considère que ça va encore accélérer le phénomène de virtualisation. Alors, je crois que ce matin, le mot a été dit par le collègue marocain. Il a parlé un peu de cette double vie. Et on a vraiment ce sentiment que notre mode de vie, nos vies s'hybrident en fait, et qu'on a un double numérique finalement qui s'autonomise en partie, avec lequel on doit agir, on doit intervenir, on doit gérer. Et en fait, avec cette arrivée des Internet des objets, donc futur tout proche de mon point de vue, les appareillages technologiques vont se multiplier. Alors, bien sûr, on est déjà devenus des familiers du GPS, mais il s'agit encore que de la voiture. Mais bientôt, on va voir que les appareillages qui nous seront beaucoup plus proches, presque de l'ordre de l'incorporation, c'est-à-dire vraiment seront dans le corps. On n'est pas tout à fait aux puces, mais on voit arriver des lunettes de réalité augmentée, Google, mais en France aussi, on a des entreprises qui commencent à travailler là-dessus. Donc, on envisage très facilement qu'on se baladera avec nos lunettes et que demain, on sera, ou alors avec des tissus intelligents, où on pourra, avec des capteurs, nous inviter à aller dans tel ou tel endroit, vers un musée, mais aussi, pourquoi pas, acheter, avec des propositions de promotion, tel ou tel vêtement dans une vitrine toute proche. Alors, bien sûr, on pense à ce double aspect. Je pense justement, je disais, les lunettes de réalité virtuelle, mais on ne sait pas à quelle vitesse elles arriveront ou si elles seront utilisées, parce que là aussi, il y a toujours dans ces innovations une part de production, une part de ces outils qui arrivent à pénétrer réellement et à trouver un usage, et puis d'autres qui sont abandonnés. Quand on voit par exemple tous les outils, les objets communicants liés au Quantify Self, c'est-à-dire qui permettent de se gérer au plus près de ses émotions, au plus près de sa tension, au plus près de son corps finalement, on se dit que sans doute il y a dans ces secteurs qui sont proches à la fois du corps, de la santé, du sport, etc., des marchés extraordinaires et peut-être aussi des usages extraordinaires. Alors, je disais, tout ça n'est pas encore, bien sûr, stabilisé, mais il y a de fortes chances quand même que ça s'intègre dans des comportements qui deviennent très rapidement des comportements quotidiens, en fait, comme allant de soi, les nouveaux allants de soi, en fait. Tout ça devient quasi naturel. Et c'est incroyablement rapide, on le voit, c'est-à-dire que nous qui avons quand même un certain passé en matière de multimédia,
on voit très bien que voilà, le temps où on avait seulement un ordinateur, le temps où on avait même seulement une tablette, tout ça, c'est fini. Et maintenant, la multiplication des objets innovants nous entoure complètement. Donc, environnement et appareillage. Alors, la question de la généralisation des usages domestiques, comme celle des données personnelles, nous paraissent devenir complètement centrales dans les mutations sociétales qui s'opèrent. Et dans notre analyse des réseaux sociaux, dans notre analyse sur cette mutation des modes symboliques, on a utilisé les réseaux sociaux, Jean-Paul dirait ajout numérique. Donc je vais ajouter pour moi, effectivement, les réseaux sociaux, quand on en parle, qu'on est dans cet écosystème du numérique, de fait, c'est de cela dont on parle. Donc ces réseaux sociaux numériques, on les a utilisés comme des marqueurs d'un nouveau modèle symbolique, et comme nous avons considéré le profilage comme un des marqueurs du modèle de l'économie de l'immatériel. Alors, nous avons généralisé en 3 sphères professionnelles, intimes et relationnelles l'effet des réseaux sociaux sur les nouvelles configurations identitaires, et nous avons voulu souligner les contradictions dans les usages qui pourraient en être faits, l'ambivalence constante, en fait, de ce double numérique, dont je disais tout à l'heure, qu'il était quand même toujours en train de vouloir s'autonomiser. Alors, à la fois, on a d'un côté ce qu'on pourrait appeler l'individu augmenté, mais simultanément, on est aussi un profil marchandisable à volonté. Donc, je vais laisser la parole à Mathieu, qui va nous raconter ça, mais un peu plus détaillé. Bonjour à tous. Donc, j'essaie de montrer vraiment les aspects qui étaient développés dans notre article, en tout cas le premier contexte. Et on va voir quelques points qui sont présentés de manière pas forcément chronologique par rapport à l'article, mais des points qui nous paraissaient clés du point de vue de l'identité numérique et du double numérique. Donc on a identifié 2 grandes catégories d'identité numérique. À la fois l'avatar, qui est ostensiblement différent de l'individu qui l'actionne, qui est un petit peu ce dieu virtuel qu'on incarnerait, et le double numérique, qui est ce personnage qui cristallise en fait tous les aspects identitaires et civils de l'individu. Et il est apparu finalement un petit peu plus tard que cet avatar qui provient des jeux vidéo, qui était vraiment particulièrement utilisé dans les MMORPG et globalement dans les jeux. Et on peut identifier 4 dimensions de l'imaginaire qui sont vraiment actionnées dans ce cadre, avec à la fois la métamorphose de soi, donc cette grande distinction avec l'individu qui l'actionne, et donc cette façon de transformer finalement le personnage physique en un virtuel absolument différent. Cette idée de renaissance programmée aussi, donc quand on joue à un jeu vidéo, on peut renaître à tel point qui a été préprogrammé par... voilà, et un sentiment aussi de toute puissance et d'ubiquité, on peut changer de point de vue, on peut avoir un méta-point de vue, donc c'est vraiment une autre façon aussi d'aborder le monde virtuel. Et à côté de ça, on a ce double numérique qui, lui, vraiment va au plus près, de manière souvent assez standardisée et archétypale, présenter cet individu et donc lui ouvrir les potentialités du numérique, mais proche finalement de ses besoins du quotidien, que ce soit sur des réseaux sociaux généralistes dans un rapport amical, face à du e-commerce, avec la possibilité d'intégrer sa carte bancaire et des informations personnelles, les emails, donc voilà, et sur des réseaux sociaux, passer vers plus un double numérique avec Facebook qui a vraiment insisté sur le fait que les personnes devaient finalement donner leurs données personnelles, s'identifier, que le nom patronymique c'était pas exclusivement pour la vie réelle, que c'était aussi un élément d'identification, et ça a permis vraiment aussi de développer ce type de plateforme, parce que les personnes y sont allées pour retrouver ce qu'elles avaient dans la vie réelle et pour finalement créer un réseau plus flexible et utiliser tout ce qui est possible. Comme on va, il reste plus que 6 minutes, donc on va aller. Alors dans cette grille-là d'analyse des réseaux sociaux, donc l'IFOP a présenté donc, dans un observatoire qui est propre à leur structure les grandes tendances. Et donc en 2010, apparemment c'était la protection des données personnelles, donc le juridique s'est un peu emparé de la question des réseaux sociaux. Ensuite le positionnement des marques en 2011. Oui, évidemment, donc là c'était plus la dimension économique et on a vu finalement que le personal branding qui commençait à apparaître pour des personnes s'est déplacé vers
vers les entreprises, donc c'est pas forcément si étonnant que ça, alors que finalement les personnes s'étaient inspirées aussi des entreprises initialement. Le divertissement et les jeux, et finalement en 2013, la lassitude des usagers, donc finalement c'est pas si étonnant qu'on soit intéressé aux jeux précédemment, puisque progressivement ces structures doivent se réinventer, même des structures comme Facebook, aujourd'hui on a vu récemment qu'ils avaient vraiment énormément perdu en bourse. Donc comment est-ce qu'ils doivent se réinventer pour que ces usagers finalement restent et se fidélisent et donnent de plus en plus de données personnelles utilisables. Et en 2014 on se pose la question, donc peut-être de l'éditorialisation, donc voilà, pour que au-delà des contenus qui sont proposés par les usagers, qu'il y ait vraiment une valeur ajoutée sur ces structures. Donc passer un petit peu quand même de ce qu'on appelait les réseaux sociaux avec effectivement beaucoup de données personnelles, mais qui peuvent être des photos, qui peuvent être finalement des choses assez élémentaires, à un retour à une éditorialisation du contenu, c'est-à-dire comme si vraiment la valeur revenait, comme vous parlez d'effet de balancier, une nécessité absolue. Alors, juste une petite incise sur les mass médias, Jean-Paul en parlait tout à l'heure. C'est sûr qu'avant, à l'époque des mass médias, on parlait beaucoup d'appareils de logique d'État, on parlait des points masse. C'était des lieux de grands récits, en fait, avec des grandes figures archétypales comme les chefs de l'État, etc. En tout cas, on était dans de la création centralisée de consensus, et face à ça, de manière très, très sommaire, je dirais, on voit qu'on est face à des phénomènes extrêmement différents qui sont mis en œuvre au moment, à l'endroit des réseaux sociaux. Et quand on parle de récits, là on est plutôt dans les storytelling, les histoires individuelles qui s'agrègent, qui convergent, qui se valorisent, qui se labellisent, mais on est vraiment dans un autre process symbolique. Alors, on parlait du point multipoint, mais là aussi chacun peut théoriquement parler à tous, mais on sait à quel point c'est après les logiques de like qui font émerger des productions, en fait, et c'est pas souvent, c'est pas ni une question de qualité, ni une question de hiérarchie, c'est souvent une question un peu virale, parce que la notion de viralité, on l'a pas tellement exposée, explorée aujourd'hui, mais néanmoins, je crois que c'est un phénomène qui est lié aux réseaux sociaux, c'est cette viralité dont je dirais le substrat idéologique ou éthique, où on ne le voit pas, c'est des émergences comme ça et qui se viralisent de manière absolument incroyable. Donc, je pense qu'on va devoir passer rapidement. Donc au niveau des nouvelles configurations, ouais, donc 2.17. Alors 2.17, voilà. Le Quantify Self est assez radical avec nous. Là, on voit qu'on est sur la fin de notre temps. Alors donc il y a des nouvelles configurations symboliques. Donc cette façon de se présenter comme une marque, aussi une autre façon de penser la séduction et dans des grilles qui sont prédéfinies par des informaticiens, donc c'est très archétypal et il y a même une érosinisation de cette nouvelle forme de présentation de soi. Il y a aussi une autre façon de parler de soi grâce à l'iconisation et aux images avec à la fois les selfies ou le food porn, qui sont deux façons de présenter ce qu'on fait, présenter ce qu'on est. Ensuite, on peut aussi, voilà, on passe qu'on a une petite vidéo à vous passer, donc peut-être on va aller directement sur ça. Il y a d'autres éléments qui sont présents, comme le consommateur. Je vous donne 2 minutes, donc oui, voilà, de toute manière, effectivement, vous le retrouverez, je pense, dans l'article. Ah oui, vous retrouverez les éléments d'information dans l'article qui est très long, comme vous nous avez demandé. Donc là, on a vu passer en revue, effectivement, tous les endroits où l'individu était aux prises avec ses réseaux et aux prises finalement avec cet écosystème dans toute sa vie quotidienne, professionnelle. Mais là, je voudrais vous montrer un petit peu, parce qu'on aurait tendance à penser qu'on peut être très pessimiste en matière, effectivement, on est dans un système symbolique où on est dans une hyper-individualisation, où on n'a plus finalement les repères qu'on avait. Donc, ce travail qu'on va vous montrer, que tu peux, voilà, ce travail a été réalisé par des étudiants en création et édition numérique à partir de notions, c'est-à-dire raconter un peu la façon dont ils voyaient la vie privée, et la vie privée au moment, effectivement, dans cet écosystème. Donc vous allez voir qu'il y a à la fois l'humour et finalement le point de vue critique qui est là, comme il était à notre époque, bon, un peu différemment proposé, mais néanmoins je pense que la posture, elle reste quand même extrêmement positive, puisque si on peut penser
penser à l'humanisme numérique, ce seront les gens de demain aussi qui contribueront à l'aider. Donc on voit bien qu'ils peuvent avoir une distance, même s'ils sont des hyper utilisateurs de ces supports. Je me suis connecté à Internet. Je suis allé sur le site Amazon parce que je voulais acheter les Blu-ray de Star Wars. Là, j'ai le pop-up qui se là pour savoir si je voulais rencontrer l'amour de ma vie. Je l'ai fait. Je suis revenu à Star Wars et comme c'était trop cher, je l'ai pas acheté. Je continue de surfer. Et là, j'ai une pop-up qui me proposait d'agrandir mon... J'ai rigolé, puis j'ai quand même vérifié et j'ai fermé le pop-up. Au milieu de la page, une pub Amazon me proposait d'acheter les Blu-ray que j'avais cherchés il y a quelques secondes. Je me demandais qui avait raté le fait que des informations s'enregistrent en ordinateur et permet aux sites publicités d'afficher de la publicité de sites que je viens de visiter pour m'inciter à acheter maintenant ce que je n'ai pas voulu acheter tout à l'heure. J'ai surveillé la pub, j'ai hésité quelques secondes, le site m'a promis 2% de réduction si je l'achetais dans les 15 minutes 42, alors je me suis inscrit, j'ai coché newsletter et les partenaires, le site a bugué, j'ai pas eu mes 2%, c'est bien effectué mais je ne peux plus annuler. Maintenant, tous les jours, je reçois des mails de sites que je ne connais pas, qui ne m'intéressent pas, et je peux même pas m'en inscrire. Pour bien, je suis allé me maintenir une série sur un site de streaming. Une pop-up c'est ça, je l'ai fermé. Il y en a une autre qui s'est ouverte, je l'ai fermé. Il y en a une autre qui s'est encore ouverte, mais quand j'ai voulu la fermer, il y a deux lettres qui m'a demandé si je voulais la fermer. J'ai cliqué sur annuler, elle est restée ouverte. J'ai pris le temps de regarder, cliqué sur une fille qui me plaisait, finalement, c'était le pareil qui est apparu, c'était un mec à poil. Enfin, les pubs, ça prend la tête, ça fait consommer, mais c'est souvent faux. Voilà, donc on va terminer là-dessus.